Et what's up tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. What's good, what's good? All right. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui semblablement, pourrait paraître un peu mondain, comme on pourrait dire, mais je pense que c'est un sujet qui est très intéressant, que on devrait peut-être apprendre un peu plus en tant que jeune noir, jeune personne de la communauté, puis en tant que jeune leader. Donc, je vais commencer par peut-être, Alexander, si tu peux présenter notre invité. On a un invité spécial aujourd'hui. Puis après ça, je vais peut-être te parler un peu plus du sujet. Donc, vas-y. Parfait. Donc, je vous présente Déborah. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on laisse toujours la personne s'introduire. Yes. Right? Mais Déborah, elle dit jamais rien dans ses introductions. Genre, c'est basé sur l'humilité. Donc, j'ai décidé de lire en bonne et due forme une bio. Donc, Déborah Cherenfant s'est joint à l'équipe du groupe de Banque TD en 2020 comme directrice régionale et de femmes entrepreneurs région du Québec. Depuis son arrivée au Québec en 2005, elle a fait partie de plusieurs engagements de bénévoles, s'implique principalement aujourd'hui à titre de présidente de la compagnie F, Entrepreneurship pour femmes, et de membre des conseils d'administration de la Chambre de commerce de Montréal, de la Fondation Campé, qui est très active en Haïti. Et elle fait aussi beaucoup d'autres choses, dont être la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Mais elle a aussi ses propres initiatives, dont l'Atelier Coloré, qui est un studio de création de mode et de design. Le Marché Coloré, qui est une boutique concept éphémère réunissant des créateurs et des artisans passionnés d'imprimer. Elle a aussi cofondé BIAS, exactement, donc un think tank culturel et artistique destiné à faire rayonner les talents de la diversité. Elle est aussi TEDx Fellow à travers ses différentes conférences, ses différentes formations, et elle est une animatrice hors pair. Et je vais m'arrêter là, pour pas rendre inconfortable, mais je vous promets que ça continue. Donc, bienvenue. Merci Alexander, merci Ramsey pour l'invitation. Et j'aurais dit tout ça si j'avais fait ma présentation seule. OK, I like Super. that. J'aime le fait que il fallait que tu le lises parce qu'il y a tellement de choses que soit tu l'apprends par cœur ou soit tu le lis. C'est vraiment ça. Come on, guys, you're making me look old. C'est ça que ça veut dire. On parlait de jeune génération. Là, vous me présentez comme l'ancienne. Non. C'est plus impressionnant qu'autre chose. Ah, mais c'est très gentil. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on parle, donc j'ai un peu avancé le sujet. Donc, on va parler de gouvernance d'entreprise et de conseil d'administration. La raison pourquoi on veut en parler, c'est que c'est un élément d'une carrière professionnelle qui est souvent pas montré à l'école. C'est souvent quelque chose qu'on discute pas quand on étudie. C'est souvent quelque chose qu'on apprend en étant sur le marché du travail. Et à la fin, finalement, ce que tu réalises, c'est que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y a un processus, il y a une raison pourquoi certaines personnes sont sur des conseils d'administration, puis pourquoi des conseils d'administration existent dans des entreprises. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça serait intéressant de démystifier ça, puis je pense qu'on a la parfaite personne pour faire ça. Donc, peut-être qu'on va commencer par le commencement. C'est quoi un conseil d'administration pour toi, Déborah? Oh boy, grosse question. Pour moi, effectivement, un conseil d'administration, c'est un groupe de personnes qui, je ne vais pas dire qui dirigent parce que c'est pas ça le cas, mais qui composent justement une équipe. Tu as mentionné le terme gouvernance, Ramsley, et je pense que c'est là le point important. Donc, c'est comme un organe de gouvernance, de gestion d'une équipe, d'une institution. Ça peut être une association, ça peut être une entreprise privée, une société d'État, et qui supervise, je dirais, la mission et l'accomplissement de la vision de cette entreprise ou organisation. Donc, c'est un groupe de personnes, en général, qu'on appelle des administrateurs, qui est un appui à l'équipe permanente, l'équipe de direction, donc qui peut soit avoir un ou une DG, des employés à temps plein, et aussi... je pense, en tout cas, j'espère qu'on va aussi parler de la responsabilité également d'un conseil d'administration parce que c'est pas juste quelque chose, c'est pas juste un engagement bénévole, mettons les fins de semaine, quand on fait appel à nous, etc. C'est vraiment un engagement sur une certaine durée, des fois 2 ans, des fois 4 ans, des fois même plus long ou plus court que ça. Et qui a vraiment un rôle très important dans le fait d'accompagner vraiment l'organisation à remplir sa mission, mais s'assurer de l'aider de façon stratégique. Et le mot stratégique est très important puisque la nuance est par rapport au fait que c'est pas une équipe qui est dans les opérations quotidiennes. C'est vraiment quelqu'un qui, j'ai pas envie de dire au-dessus parce que j'ai pas envie de mettre une hiérarchie négative, positive, mais c'est un peu ça le concept, véritablement.
OK, wow. Puis je me demandais justement, c'est quoi les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir justement siéger sur un conseil d'administration? Parce que tu parlais de stratégie. J'aimerais ça que tu développes un peu plus par rapport à ça. Ça dépend, c'est une bonne question, mais ça dépend véritablement, je dirais, des besoins de cette équipe-là, de l'organisation donc qui veut mettre sur pied un conseil d'administration. C'est sûr que ça prend une certaine expertise dans son milieu ou dans l'industrie dans laquelle évolue l'organisation. Donc, il peut arriver qu'un conseil d'administration recherche quelqu'un avec un profil de comptabilité ou tout simplement un profil de marketing parce que les besoins actuels de cette organisation-là sont dans cet élément. Par contre, quand on pense à une composition d'un conseil d'administration, on tend quand même à avoir plusieurs spécialités, plusieurs profils différents dans diverses expertises. Mais ce qui est essentiel aussi, quand je parlais des membres de ce conseil d'administration qu'on appelle des administrateurs. En général, on va avoir une présidence, un secrétariat qui, en général, on va vouloir chercher un profil juridique, donc pour la captation de notes, mais aussi pour la mémoire institutionnelle de cette organisation-là. Et un profil trésorier, donc d'où l'aspect comptabilité, fiscalité, etc., qui va être essentiel. Des fois, il y a un ou une VP, c'est pas essentiel dans tous les conseils d'administration, mais donc c'est à peu près ça, je dirais, le core. Et ça me permet peut-être de toucher un élément par rapport à la composition. C'est qu'en général, on va trouver qu'un conseil d'administration, le minimum, c'est 3 membres. Et ça peut aller jusqu'à 18 membres, même des fois plus. Ça peut vraiment représenter une grande équipe. Mais après, c'est de la logistique, c'est de la gestion. Donc, il faut faire attention à avoir 45 personnes sur son conseil d'administration si on n'a pas vraiment besoin, même si on aime tout le monde et qu'on veut que tout le monde nous aide. Mais il y a quand même cet élément logistique à régler. Donc, en termes de compétences, ça dépend vraiment. Puis, on a une spécialité dans un domaine précis. Plus on peut aller chercher sa place ou avoir un intérêt pour un conseil d'administration en particulier s'il évolue dans la même industrie où est notre spécialité, dans le fond. OK, wow. Super. Puis, je vais peut-être juste aussi aller un peu plus dans les détails de ce que ça fait dans ce que ça mange, en fait. Ce que ça mange en hiver. Exactement. Parce que, tu sais, je pense que tu as bien mentionné le conseil que c'est pas nécessairement de la supervision, il y a une certaine hiérarchie, mais à un certain point, puis dis-moi si je me trompe, je pense qu'un conseil d'administration a quand même un rôle à jouer au niveau de s'assurer, comme on dit en anglais, de keep accountable les personnes en fait qui sont dans la gestion quotidienne. Donc, comme tu le dis, ce qu'on entend souvent dans le monde des affaires, c'est un CEO qui va répondre à un conseil d'administration, un CEO qui peut, des choses que, par exemple, il y aurait des conflits d'intérêts, par exemple, la rémunération des personnes de la direction va être décidée par le conseil d'administration. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, puis tu l'as mentionné, la responsabilité civile, et en même temps aussi à travers ça, comment ça marche, le conseil d'administration? C'est des comités, c'est des rencontres? Est-ce que c'est des courriels? Comment ça se passe? Je te dirais que c'est tout ça. Ça dépend un peu aussi de la taille de l'organisation, donc du conseil d'administration. C'est sûr qu'un conseil d'administration, puis sans dénigrer et réduire la mission de chaque personne, le conseil d'administration d'une association de quartier ou d'une école versus le conseil d'administration d'Hydro-Québec, on s'entend qu'on ne parle pas des mêmes processus, qu'on ne parle pas de la même structure d'organisation. Et sans être une experte en gouvernance, ce que je te dirais par rapport à comment ça se passe, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est beaucoup, et je vais toucher un point par rapport à la responsabilité, et c'est très, très, très important parce que, justement, c'est une responsabilité qu'on a. Faut le voir, oui, on s'engage au sein d'une équipe qui nous interpelle, la mission de l'organisation nous interpelle, puis on sent qu'on veut aider, qu'on veut amener, mais c'est pas parce que c'est un rôle bénévole, ce qui est le cas dans la majorité des cas des conseils d'administration, à moins d'être sur un mandat, que ce soit une société d'État, une société privée qui rémunère ses administrateurs. Ce qui correspond quand même à un club très sélect de personnes. Mais au niveau de la responsabilité et surtout de l'imputabilité des personnes qui sont sur le CA, c'est quand même très important et ça doit exister à tous les niveaux. Qu'on soit 4 personnes sur le CA d'une organisation qui démarre ou qu'on soit 25 à gérer des fonds publics. Donc, il y a cet aspect-là. Et oui, ça peut... pour mieux fonctionner, parce que je parlais de l'aspect logistique tout à l'heure, plus on est nombreux, plus c'est difficile plus c'est complexe de fixer des rencontres, de se réunir plusieurs fois dans l'année. Mettons, rassembler 15 personnes autour de la table,
10 fois dans l'année, c'est plus compliqué. Donc, ce que le CA va faire, c'est peut-être d'avoir des sous-comités pour faire en sorte que les administrateurs se mettent en 3-4 personnes pour faire avancer des dossiers plus rapidement. Parce que, et là, je touche peut-être un point et sans entrer vraiment dans trop de techniques et perdre vos auditeurs, c'est l'aspect, un conseil d'administration va avoir en général 4 à 6 rencontres par année. Donc, quand on regarde ça comme ça, c'est pas beaucoup parce qu'on se dit peut-être une rencontre par trimestre, là, c'est sûr, et peut-être une autre rencontre au cas où qu'on se permet, donc d'où les 5 rencontres par année. C'est pas assez pour certaines organisations. Des fois, c'est bon, c'est parfait, l'organisation roule, ça va très bien. Moi, je fais partie de CA aujourd'hui où 4 rencontres, c'est parfait. Ils n'ont même pas besoin de sous-comité parce que l'organisation roule assez bien, est assez petite pour ne pas nécessiter beaucoup de personnes impliquées. Mais si on est dans des contextes un peu plus différents où l'organisation traverse une situation difficile, où là, effectivement, il y aura des sous-comités composés des fois, si le CA le décide et si ça me fait penser, et j'ai dit que j'allais pas rentrer dans la technique, mais ça fait me penser aux règlements généraux. Vas-y. Si justement si les règlements généraux du CA le permettent, des fois, ces comités-là vont intégrer des personnes externes également, donc des bénévoles de l'organisation, etc. Donc, ça sera un mix de membres du CA et personnes de la communauté pour faire ces sous-comités. Ça peut être un sous-comité événement, sous-comité levée de fonds ou sous-comité légal, sous-comité RH, sous-comité 100e anniversaire. Donc, c'est vraiment varié en fonction des besoins. Ça, il faut vraiment le comprendre. Des fois, il y aura au sein des plus grandes organisations des comités qu'on va souvent retrouver, que ce soit comité finance, comité RH, là, quand les équipes sont grandes, parce que là, ça prend un certain suivi régulier pour s'assurer que tout fonctionne bien. Mais si l'équipe a, mettons, 5 employés ou 6 employés, c'est peut-être moins le cas. Mais si on a une centaine ou 150 employés, c'est peut-être plus important de faire un suivi plus régulier. Et également, donc, petit point technique sur les règlements généraux, ça, c'est un peu ce qui régit le fonctionnement de notre conseil d'administration. Donc, c'est là où, mettons, pour ceux qui sont un petit peu plus habitués à quand on enregistre une entreprise, etc., où il y a comme les lettres patentes de l'entreprise. Donc, c'est vrai que ça, c'est comme une autre étape de rédaction de la... J'ai envie d'utiliser un mot, la charte ou les règles de fonctionnement d'un conseil d'administration. Donc là, on va détailler des informations comme quoi le conseil d'administration de XYZ pour être effectif et actif doit avoir au minimum 7 membres puis au maximum 10 membres. Quelque chose comme ça. Mais ça dépend... C'est sûr que idéalement, c'est pas une décision d'une seule personne. C'est discuté entre soit les fondateurs ou fondatrices de l'organisation. D'autres éléments qui peuvent figurer dans les règlements généraux, c'est justement la fréquence des rencontres. Donc, le CA se rencontrera au minimum 3 fois dans l'année et au maximum 7 fois. Le CA reposera essentiellement sur des comités essentiels comme un comité finance, un comité événement et un comité RH. Ça, ce sont des comités qui doivent toujours être, auxquels peuvent se rajouter des comités ad hoc comme comité événement. Donc ça, on peut les énumérer dans un document de règlement généraux pour que chaque personne qui rejoint le CA soit au courant de comment ça fonctionne. Et ça peut aller dans beaucoup plus de détails que ça. Vous comprenez de comment on choisit le directeur, comment quelqu'un démissionne du conseil d'administration. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un décède? Est-ce qu'on doit le remplacer? Par qui on remplace? Comment ça... Donc, les règlements généraux, ça peut à la fois être une page et ça peut aller très, très, très loin. Non, sans doute. Et qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que les conseils d'administration, dans le fond, sont vraiment... créé pour vraiment fit avec l'entreprise qui représente. Totalement. Parce que ça doit servir. Ça va servir. Et puis, c'est pourquoi, je suis désolée de t'interrompre, Alex, mais c'est pourquoi je voulais pas dire au-dessus, parce que le conseil d'administration est en quelque sorte au service de l'organisation pour l'aider à accomplir sa mission. Donc, l'objectif n'est pas d'être complètement... C'est pas de la concurrence, là. On n'est pas en train de voir quelle équipe va arriver à atteindre les objectifs plus rapidement. On n'est vraiment pas là-dedans. On est vraiment dans une équipe qui veut aider l'organisation à aller plus loin, plus vite et s'assurer de respecter... C'est clair. Puis qu'est-ce que je trouve vraiment drôle avec les conseils d'administration, justement, c'est que t'entends jamais parler d'eux jusqu'à ce que quelque chose va mal. Genre. C'est tellement vrai. C'est jamais qu'ils sont dedans, mais dès que it hits the fans,
Tu comprends? C'est là que tu le vois. Ouais. Puis je pense que c'est là qu'on comprend à quel point que oui, c'est une responsabilité. Donc, il y a plusieurs personnes, comme moi, la première fois que j'étais dans un conseil d'administration, je suis comme, oh my God, it's so fun. Après ça, tu vois un paperwork. Exact. Sur toi, tu comprends? Puis là, Exact. OK, puis là, tu lis. Ouais. Puis là, tu te rends compte que si, admettons... Vous êtes imputable, ben oui. Ouais, admettons, Vous il ne payez manque pas votre 50 loyer. Ouais, exact. il manque 50 000, you know, it's gonna be on you. Like, you need to figure it out. C'est ça. Et c'est drôle parce que j'ai un de mes amis qui était dans une association à l'école. Ouais. L'association est registered. Et justement, il manquait des fonds pour repayer leur adhésion. Mais c'est comme ça depuis le début de l'association qui s'est passé en comme... Des il y a années. comme 30-40 ans. Donc, il reçoit une lettre du gouvernement. Puis le gouvernement est comme, je vais juste prendre ce qu'il y a dans ton compte. Genre, for like a little time. Parce que c'est ton nom qui est sur le registraire. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment juste dire qu'il y a vraiment une responsabilité. Oui, Parce et que une imputabilité, oui, tout à fait. Vous allez passer à la télé. Oui. C'est pas dire en l'or comme ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, à savoir dans le sens où c'est dans les mauvais moments qu'on soit, et c'est là où on voit véritablement cet aspect imputabilité quand ça va mal. Et je dirais juste là-dessus un autre aspect technique. C'est pourquoi c'est important quand les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Là, je parle pas, mettons, on part ensemble, mettons, on enregistre ensemble les généralistes si c'est pas déjà fait, puis à trois, on fait un OBNL, etc. Ouais, c'est ça. Là, je touche des éléments précis. C'est important de prendre une assurance. Justement, on parlait de protection civile tout à l'heure. C'est important de prendre une assurance parce que s'il arrive que vous utilisez les locaux ici pendant 3 ans, 5 ans et que personne n'a su et qu'après... ça peut effectivement retomber sur... Si quelqu'un vous demande d'être dans un conseil d'administration puis ils n'ont pas d'assurance eux-mêmes, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Parce que ça reste d'enregistreur for like ever. Mais sinon, pour sortir un peu du côté technique, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es rentré dans ton premier conseil d'administration? Puis comment est-ce que tu fais pour trouver un conseil? Parce que j'ai l'impression que c'est un mélange de compétences, mais un gros mélange de network, un gros mélange de hustle. Définitivement. Donc, je me demandais, c'est quoi ton expérience la plus drôle par rapport à ça? Puis comment tu as eu peut-être ton premier CA ou un CA plus récent? Oui, c'est drôle. J'ai un blanc de mémoire là tout de suite par rapport au premier CA. Je sais qu'au cours des 10 dernières années, qui remontent à peu près à mes premiers pas, mettons, dans les CA, j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à aujourd'hui 10 conseils d'administration au cours des 10 dernières années, effectivement. Et le premier, je crois ne pas me tromper en disant que 2012, 2013, c'était le CA de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Wow! Ça fait longtemps que Dominique Anglade était là, Madame Féquer, c'était les Golden Age, ça. Wow! Ça me rajeunit pas, tout ça. J'aurais pas dû révéler ça. Mais c'est vrai, on était 2011. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, au cours des 10 dernières années, c'était fin 2010-2011, je crois. Et c'était le premier CA. Et c'était... oh mon Dieu, j'espère... là, je ne vais même pas la nommer parce que j'ai un doute sur qui était présidente à ce moment-là. En tout cas, je vais dire la présidente de l'époque. C'est elle qui m'avait contactée. Puis effectivement, c'est une question de network. C'est une question de hustle parce que c'est le hustle qui a fait en sorte que cette personne-là m'avait connue 2-3 ans auparavant. Wow. Quand je faisais mes études, quand je préparais mon projet de fin d'études, justement. Et quand il fallait composer son conseil d'administration, qui m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse? » Effectivement, étant né en Haïti, donc le lien haïtien était là. Et en plus, je travaillais en entrepreneuriat et à ce moment-là, la Jeune Chambre venait d'avoir un mandat, l'avait déjà eu depuis 2 ans et continuait avec une responsabilité gouvernementale, une entente pour soutenir l'entrepreneuriat au sein des communautés noires. Donc, ça, comme on dit, ça fitait bien, mais c'était mon premier conseil d'administration. Donc, c'était un hustle qui a amené au network et qui a fait en sorte que ça soit un lien crédible. Mais c'est comme ça que ça a commencé, Jeune Chambre de commerce haïtienne. Incroyable. Ouais. Et si quelqu'un nous écoute maintenant, tu dirais c'est quoi le blueprint ou sinon le parcours stratégique que tu dirais comme en 30 secondes sur comment avoir ton premier poste de CA, si ça se fait en 30 secondes? Si ça se fait pas en 30 secondes, mais je vais essayer de dire, je pense que les premières choses, j'allais dire refaire son CV, mais c'est pas le mot refaire, c'est mettre à jour, peaufiner son CV, aller à la recherche, faire du scouting, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre de faire de la recherche. Mais peut-être avant de faire de la recherche, c'est stratégiser. Qu'est-ce qu'on veut? Quel type de conseil d'administration? Quelle organisation? Puis encore une fois, sans dénigrer l'émission, est-ce qu'on veut être sur l'association du groupe de cirque de notre quartier ou est-ce qu'on veut participer à une mission sociale ou une mission, mettons, pour aider les enfants atteints du cancer? Donc, je pense que cette réflexion-là doit être faite. Donc, c'est stratégiser sur qu'est-ce qu'on veut véritablement,
peaufiner son CV en fonction de ça et faire de la recherche. Et je pense qu'on est également dans une ère où il y a beaucoup de ressources, d'organismes ou de programmes qui nous permettent d'aller de l'avant dans cette recherche-là pour non seulement lister les conseils d'administration qui recherchent des administrateurs ou différents programmes pour nous permettre d'aller chercher une formation adéquate également. Puis ça, c'est important et de plus en plus, c'est démocratisé et souhaité. D'aller chercher une formation, je pense qu'il serait la dernière étape pour siéger sur un conseil d'administration et s'assurer qu'on laisse une trace et qu'on fasse notre marque. Puis, je pense c'est plus que 30 secondes, ça. Non, c'est ça plus va. que c'était parfait. Mais je pense qu'un point qui est vraiment intéressant, qui est ressorti dans ce que tu viens de dire, c'est de savoir un peu, d'avoir une stratégie sur dans quel conseil tu aimerais siéger puis dans quel type d'organisme. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, comme tu dis, tu as fait beaucoup de CA, puis là, maintenant aussi, tu fais partie de quelques CA en même temps. Ça remplit un horaire quand même si on parle de 4 à 6 rencontres par année. Puis je vois ta face, t'es comme, c'est ça. Puis on sait jamais, comme tu dis, comme Alexandre l'a dit, si quelque chose se passe, mais là, ça se peut que tu te fais tomber dessus avec un comité qui se crée, puis quelque chose, des actions que tu dois prendre. Donc, je pense que rapidement, ça peut devenir aussi, si t'es pas attiré par la cause, c'est pas une cause qui te rejoint, ben ça devient rapidement un fardeau sur ton horaire. Tu peux pas faire faire semblant exactement. juste pour je veux network avec telle personne. Non. T'as un commitment, de responsabilité. Ah ouais. Puis plus que faire semblant, tu peux pas y aller seulement pour remplir ton CV. C'est ça la chose aussi. Puis je sais qu'au début, moi, mes premiers CA, c'était... puis je pense que ça prend également, puis tu l'as dit dans la lecture de ma bio, Alex, c'est que quand je suis arrivée ici, donc moi, je ne suis pas née ici, et quand on arrive ici avec un parcours particulier, étudiante étrangère ou bref, c'est qu'on nous dit cette fameuse expérience québécoise, elle est importante. Donc, une des façons les plus faciles, là, on remonte à quand je suis arrivée en 2005, 2006, c'est ce qu'on disait, ah oui, mais... il faut que tu t'impliques, il faut que tu deviennes bénévole dans des comités et plus. Donc, ça a commencé avec plusieurs comités d'événements, etc., pour aller comprendre un petit peu plus la culture d'affaires. Et moi, ça a été ma façon, ma raison, j'ai envie de dire, au tout début, pour mieux m'intégrer. Donc, c'était vraiment une question d'intégration professionnelle. Et ça peut être différentes raisons pour d'autres personnes également. Et puis ça c'est très important à comprendre comme premier pas. Et là où je voulais aller là-dedans, c'est que après, c'est devenu véritablement une passion et un engagement pour des sujets bien précis. À savoir, et encore une fois, je sais que sur mon lit de mort, je vais m'en vouloir. Je m'implique pas encore sur des associations, mettons des levées de fonds, Fondation Sainte-Justine ou autres, parce que soit j'estime pas encore avoir la compétence pour, ni le réseau pour non plus, mais je m'implique au sein de CA jusqu'à présent qui ont une saveur entrepreneuriale, féminine et ou haïtienne. C'est à peu près tout ce que je représente aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est vraiment une question d'identité. Mes engagements aujourd'hui, et c'est pourquoi je conseille soit la même chose, soit quelque chose relié définitivement à ce qu'on veut faire, parce que ça peut devenir lourd, comme Rastley le dit, ça peut devenir lourd, ça peut nous sortir de tout bord, tout côté, les demandes, les engagements, les sorties, puis il faut qu'on réussisse à survivre et à le faire avec le sourire. Définitivement. Puis tout à l'heure, justement, tu parlais d'identité. Donc, la question que j'aimerais te poser en ce Black History Month, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir la diversité sur les conseils d'administration, puis pourquoi est-ce qu'on devrait prendre littéralement la responsabilité de s'imposer un peu plus et puis d'être présent dans ce genre d'environnement-là? Oh! Grosse question. Plusieurs niveaux de réponse. Et Black History Month, pourquoi c'est important d'avoir la diversité, particulièrement des jeunes issus des communautés noires? Mais moi, je pense que c'est une question... c'est une question essentielle dans le sens où on parlait du rôle d'un conseil d'administration, de mieux accompagner les organisations à remplir leur mission, leur vision. Et pour des organisations qui sont ancrées dans leur milieu, dans la société, si tu n'es pas capable de représenter la société dans laquelle tu évolues pour répondre aux besoins de cette société qui a différents visages, mais tu n'as pas les personnes qui composent cette société-là au sein de ton conseil d'administration, il y a un problème. Bien évidemment, tu ne peux pas avoir 125 personnes sur ton conseil d'administration, comme on l'a dit auparavant. Donc, l'objectif n'est pas avoir 125 nationalités non plus, mais il faut que il y ait un équilibre entre
le rôle de ces personnes-là, mais aussi le profil de ces personnes, surtout quand on parle de représentation du milieu. Donc, si tu es dans le domaine financier, dans le domaine de l'esthétique, bref, il y a des domaines. Et si on ne voit pas des personnes qui sont issues des communautés noires, aussi de la diversité là-dedans, véritablement, on se pose des questions. Pas pour dire qu'il y a d'autres milieux, ça passe mieux s'il n'y en a pas. Et pourquoi je pense qu'on doit être beaucoup plus vocaux, en bon français, par rapport à cette représentation-là, c'est que je pense qu'on est dans une société où l'égalité des chances est écrite, elle est théorique, elle est vraie dans plusieurs des cas, puis elle doit être encore plus prouvée. Je prends un exemple très technique aussi, mais qui est une loi aujourd'hui qui est intégrée. Ça peut s'appliquer à d'autres conseils d'administration aussi, donc on pourrait pousser la réflexion plus loin, mais qui permet la participation des jeunes de moins de 35 ans sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Donc ça, c'est ancré dans la loi, c'est une obligation pour ces sociétés d'État-là. Donc on peut penser à Recyc Québec ou autres. Mais je pense que le gouvernement, et je crois ne pas me tromper en disant que le groupe de réflexion de lutte au racisme du gouvernement de la CAQ actuellement a sorti dans son plan d'action un objectif peut-être d'arriver à un élément comme ça, de faire en sorte qu'il y ait des jeunes ou des personnes de la diversité dans les sociétés d'État, au moins une personne. Donc, je pense que le fait d'être... d'en parler, de s'informer à ce niveau-là et de faire pousser cet agenda-là, c'est important parce que ça peut nous permettre d'atteindre cet élément-là qui, pour moi, serait une évolution, peut-être pas une révolution totale, mais ce serait définitivement une évolution. Et c'est important qu'on arrive là véritablement parce que c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Puis on peut faire des parallèles avec les quotas pour la parité dans les femmes. Tant qu'on n'impose pas des choses, c'est là que le changement prend plus de temps et il faut qu'on y aille avec ces impositions-là. Donc, voilà. Intéressant. Puis, j'ai une question pour toi aussi. Écoute, moi, je ne suis pas sur un conseil d'administration. C'est quelque chose que je regarde professionnellement. C'est quelque chose qui m'intéresse. Oui. Je pense qu'on a parlé beaucoup des conseils d'administration comme étant quelque chose qui est bénéfique pour un jeune professionnel, mais on n'a pas dit pourquoi. Donc, je te poserais peut-être la question, peut-être, si tu peux te permettre, je ne sais pas, peut-être une réflexion sur une rétrospection sur un peu ta carrière. Quels ont été les bénéfices de siéger sur des conseils d'administration dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement ou personnellement dans ta vie, je dirais? Personnellement, ça m'a amené concrètement des amis qui sont encore dans mon rayon, dans mon environnement, dans mon réseau aujourd'hui. Et beaucoup d'autres choses, je pense, de l'apprentissage sur moi. Et c'est drôle parce que je pense que c'est dans les conseils d'administration que là, je vais révéler quelque chose sur moi, là, que beaucoup plus ma famille est au courant. Moi, je pense que ce sont les conseils d'administration, oui, les expériences professionnelles aussi, en emploi et autres, m'ont permis à tempérer un peu parce que j'ai tendance à m'énerver un petit peu rapidement, à perdre patience très rapidement. Et je pense que le fait d'aller en conseil d'administration, de voir comment les décisions sont prises, de voir cet aspect de concertation, de valider le point de tout le monde, ça m'a permis de me calmer parce qu'effectivement, entre sœurs et frères, mettons que c'est la personne qui parle le plus fort et moi, je parle fort. Donc, moi, personnellement, je pense que ça m'a amené ça et c'est très cocasse, j'ai envie de dire. Au niveau professionnel, c'est sûr, ça amène un réseau de contacts professionnels, des gens qu'on connaît à travers cette implication-là, cet engagement-là, qui, comme je disais, deviennent peut-être des fois des amis. Et aussi, j'essaie de voir si c'est vrai, jusqu'à quel point les implications dans des CA m'ont amené des opportunités, d'autres opportunités, parce que oui, ça c'est vrai également. Je ne pense pas encore avoir vécu le cas d'un conseil d'administration, une personne directement qui m'est invitée sur un autre dont je fais partie aujourd'hui. J'essaie de faire confiance à ma mémoire en ce moment en 2 secondes. Je ne pense pas, mais c'est sûr que des opportunités d'affaires, entre guillemets d'affaires, peuvent venir de ça également. Soit qui découlent de ce réseau de contacts-là, donc ou nous mettre en lien avec d'autres personnes avec qui on peut soit faire des affaires ou faire des partenariats, ou tout simplement nous inviter sur d'autres comités. Ça, oui, ça c'est vrai. Peut-être moins des CA, mais des personnes sur des conseils d'administration qui m'amènent sur d'autres comités qui n'ont rien à voir, mais qui sont
plus stratégiques, peut-être des fois plus prestigieux aussi, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment donné, tu veux avancer dans la vie, puis tu veux aller vers ce qui est plus important, plus prestigieux, plus grand. En tout cas, c'est ça ma motivation, puis je l'impose à personne non plus. Mais je te dirais que c'est ce que ça m'a apporté en plus de des compétences plus techniques, parce qu'il y a 10 ans, parler de règlements généraux d'un conseil d'administration... Non, savoir qu'un conseil d'administration nécessite une assurance responsabilité civile pour ses administrateurs, je l'ai compris justement à mi-chemin, il y a 5-6 ans, effectivement. Donc, ce sont des choses qu'on apprend et qui, aujourd'hui, font en sorte que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, on ne refait plus les mêmes erreurs. Mm-hmm. Puis, je pense qu'un truc que tu avais mentionné un peu plus tôt aussi, que je trouvais quand même... c'est comme un avantage, en fait, de faire partie d'un conseil d'administration, c'est que ça envoie un signal rapidement sur tes intérêts dans la vie. Donc, peut-être que tu es comptable, par exemple, dans un Big Four, puis finalement, tu fais partie de 2-3 conseils qui montrent directement, OK, ben peut-être que moi, la cause des enfants, ou la cause des minorités, les personnes noires, c'est quelque chose qui me tient à cœur, directement à l'extérieur de ce que peut-être que tu fais dans ton 9 à 5. Mais peut-être une dernière question pour clôturer le tout. Une jeune qui s'intéresse à faire un conseil d'administration, quel conseil tu lui donnerais? Quel programme? Quelle information devrait-elle aller chercher? Qu'est-ce que tu pourrais lui proposer comme conseil? Plein de choses, mais je vais peut-être me limiter à 2-3. Je pense, surtout comme porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, il y a une formation qu'on a commencée il y a 10 ans quand même, qui nous a permis de former 500 jeunes de la relève. Un programme qui s'appelle Administrateur de la relève. Et justement, le recrutement, ou en tout cas au moment d'enregistrer, le recrutement est en cours jusqu'au 1er mars. Donc, vous pouvez déposer votre candidature. Et c'est une formation avec 4 modules. Bien évidemment, ça se passe en ligne maintenant, le contexte oblige. Mais sinon, c'est une formation de groupe, mais ça demeure une formation de groupe pour apprendre justement le b.a.-ba des conseils d'administration, comment ça se passe, qu'est-ce qui est essentiel de comprendre dans les rencontres, dans les décisions, et faire même une simulation de comment ça se passe dans un conseil d'administration. Donc, ça, c'est une formation que je pense qui peut être bénéfique pour les jeunes. Et étant donné que c'est donné par la Jeune Chambre, c'est vraiment très axé implication des jeunes. Peut-être le deuxième élément, c'est justement trouver d'autres programmes. Moi, j'ai eu l'occasion de faire partie, par exemple, du groupe des 30, initiative de concertation Montréal, qui est justement présentement à sa 3e cohorte, parce qu'on est 90 membres, j'ai envie de dire, du groupe des 30, et qui mise justement sur cette représentation-là de la diversité au sein des conseils d'administration. Donc, c'est quand même... Et en faisant partie, c'est pas juste de la visibilité, il y a aussi de la formation et de l'accompagnement venant de l'équipe de concertation Montréal qui mandate des consultants, des équipes pour venir nous former sur des éléments essentiels. Donc, je pense que ce serait peut-être les 2 premiers conseils. Puis la liste peut être très longue, là, mais je vais m'arrêter à ça, surtout cibler jeunes, diversité, qui veut faire partie d'un CA. Super, Alexander. Ouais, juste pour faire un peu de promotion, je suis un des 500 jeunes administrateurs de la relève. Et honnêtement, je l'ai fait pré-pandémie, c'était incroyable. J'ai rencontré des gens. J'ai eu la chance de faire pré-pandémie avant. À Pasken, c'était vraiment dans la vraie super vie. cool. Exactement. Puis tous les gens qui étaient là, je les ai rencontrés jusqu'à maintenant. Ça fait peut-être 1 an, je les ai rencontrés après à travers des 5 à 7, d'autres types d'organismes. Puis au niveau de concertation aussi, je suis un très grand fan. J'ai pu participer à un panel justement il y a comme 2-3 semaines avec le groupe des 20. Oui, c'est vrai, pour les entreprises, qui veulent diversifier leur CA. Exactement. Et, honnêtement, c'est vraiment rempli de valeur. Puis si ça vous intéresse, go for it. C'est vraiment incroyable. Yes. Puis ça me ramène un peu à un épisode qu'on a dans nos plans. Puis je fais un petit scoop là. On a un épisode sur le networking qui je pense que ça rentre beaucoup dans ce contexte-là. Puis je pense que ça va être un bon complément. Donc, on va mettre les informations que tu as mis dans nos show notes. Ça, c'est sûr. Le groupe des 30. Merci. La relève, ça, c'est sûr. Puis je pense que ça fait le tour. Écoute, merci beaucoup, Déborah. C'était une super belle conversation. Je pense que nos auditeurs vont pouvoir en apprendre beaucoup, en fait, sur ce que ça fait, un conseil d'administration. C'est quoi la gouvernance, puis en fait, pourquoi c'est important. Donc, oui. Donc, merci d'avoir écouté Les Généralistes et notre épisode sur c'est quoi un conseil d'administration. N'oubliez pas de vous abonner à Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme de balado. Nous sommes aussi sur YouTube. Si vous avez des questions, des suggestions en commentaire, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, Facebook, Twitter ou par courriel. Donc, mon nom est Ramsey, je suis avec Alexander. Et avec Déborah. Yes. Merci. See you next time.